La nuit pesait déjà sur la campagne, posant sur le domaine d'Arvilliers son voile de brume argentée. Le grand salon, pourtant, débordait de lumière et de rires feutrés. Au centre des dorures et des éclats de cristal, Élise Valmont, la jeune orpheline à la silhouette vive et au regard franc, se tenait droite, les mains croisées sur la jupe usée de sa robe couleur lavande. Sous les lustres, elle semblait à la fois invisible et terriblement présente. Une tache d'audace dans un océan de convenance. Tout autour d'elle, les invités tourbillonnaient, attachés à leurs alliances et à leurs secrets. Les dames, parées de rubans et de perles, feignaient l'indifférence en jetant vers Élise des regards chargés de commisération. Les messieurs, eux, se contentaient d'un haussement d'épaule ou d'un sourire entendu, comme si la pauvreté de la jeune fille était une inconvenance plus grave que la moindre faute de goût. Élise, pourtant, soutenait le jeu. Son esprit, affûté par des années d'isolement, cherchait dans chaque mot, chaque geste, une échappatoire à l'ennui poli de la soirée. La baronne d'Arvilliers, sa tante, trônait un peu à l'écart, entourée de ses amis. Elle observait Élise avec la froideur de celle qui protège son nom plus que son sang. Une servante s'approcha d'Élise, discrètement. « Mademoiselle, la baronne vous demande de ne pas vous faire remarquer. » Élise hocha la tête, esquissa un sourire ironique. « Je ferai de mon mieux, » murmura-t-elle, consciente que son simple souffle semblait déjà une offense. Au centre du salon, 3 silhouettes masculines attiraient l'attention. Le duc de Montfaucon, large d'épaules et d'un sérieux glacial. Le duc de la Roche, aux yeux rieurs, prompt à la moquerie. Enfin, le duc de Brissac, dont la beauté sombre n'avait d'égal que l'orgueil. Il devisait à voix basse, jetant vers Élise des regards à peine voilés de mépris. Montfaucon fut le premier à s'approcher, flanqué de ses 2 acolytes. « Mademoiselle Valmont, voilà qui est rare. La perle cachée du domaine daigne enfin se montrer, » lança-t-il d'un ton dégoulinant d'ironie. Élise planta son regard dans le sien, sans baisser les yeux. Il faut bien que quelqu'un se charge d'illuminer la soirée, lorsque les bougies faiblissent. Brissac esquissa un sourire narquois. On dit que la lumière attire les papillons, mais aussi d'autres insectes moins désirables. Le sang d'Élise ne fit qu'un tour. Je vous remercie, monsieur le duc, de vous compter parmi les papillons. Mais prenez garde, trop près de la flamme, on se brûle. Un silence lourd tomba autour d'eux. Les conversations s'arrêtèrent, les éventails s'immobilisèrent. Laroche, amusé, ajouta « Quelle impertinence! Mais dites-moi, mademoiselle, avez-vous appris l'esprit en même temps que la pauvreté ?» Élise sourit, un éclair de défi dans les yeux. « Il faut avoir l'esprit vif, monsieur, quand on n'a que cela pour se défendre. Mais rassurez-vous, la pauvreté n'est pas contagieuse. » Un rire discret éclata dans le coin du salon, vite étouffé par le regard assassin de la baronne. Les 3 ducs, piqués dans leur orgueil, se redressèrent, visiblement décontenancés. Montfaucon, les joues rouges, s'inclina brièvement, tandis que Brissac la toisait avec une froideur nouvelle. « Vous aurez au moins diverti la compagnie, mademoiselle, » lança-t-il, avant de s'éloigner, accompagné de ses amis. Le murmure enfla. Les langues se délièrent, et la baronne, blême de colère, fendit la foule pour saisir Élise par le bras. « As-tu perdu la raison? Sais-tu ce que tu viens de faire ?» souffla-t-elle entre ses dents. Élise, le menton haut, répondit d'une voix douce. « J'ai simplement répondu à une offense. » La baronne la traîna hors du salon, loin des regards, jusqu'à la bibliothèque où l'attendait le châtiment. « Tu resteras ici, Élise. Tu n'as plus le droit de quitter le domaine. Je ne tolérerai pas que tu jettes l'opprobre sur notre nom. » La porte claqua, laissant Élise seule dans l'ombre, le cœur battant, la gorge serrée. Dehors, la fête reprenait, indifférente à son humiliation. Mais au fond de la nuit, un souffle d'air s'infiltra par la fenêtre entr'ouverte, porteur de promesses inconnues. Élise posa la main sur le bois froid de la porte, un feu nouveau allumé dans le regard. Quelqu'un, quelque part dans l'ombre, avait assisté à la scène et n'était pas près de l'oublier. La bibliothèque du château, vaste sanctuaire de silence et de poussière,
abritait Élise Valmont comme un trésor oublié. Les boiseries anciennes, la lueur vacillante des bougies et l'odeur rassurante du cuir, des reliures formaient un cocon protecteur, à l'abri des éclats du bal et des regards inquisiteurs. Elle errait entre les rayonnages, caressant du bout des doigts les tranches dorées, tentant d'apaiser le tumulte de son cœur. Son humiliation cuisante, le mépris des ducs, la colère de la baronne, tout lui revenait en mémoire, vif et douloureux. Pourtant, dans ce havre d'érudition, la jeune femme retrouvait un peu de sa dignité. Elle s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, là où la lune dessinait sur le parquet des arabesques d'argent. Fermant les yeux, elle laissa son esprit dériver, jusqu'à ce qu'un bruit discret la tire de sa rêverie. Un pas léger sur le tapis, presque un souffle. Élise ouvrit les yeux et découvrit, à quelques mètres d'elle, un homme dont la silhouette élégante se découpait sur l'ombre des rayons. Il portait un habit sombre, sans la moindre ostentation, et son visage, à demi plongé dans la pénombre, était empreint d'une gravité tranquille. Il s'arrêta à bonne distance, esquissant un salut. « Veuillez m'excuser, mademoiselle. Je ne souhaitais pas troubler votre retraite. » Élise, d'abord surprise, répondit avec une pointe de raideur. « La bibliothèque est vaste, monsieur. » Nul n'a le monopole de la solitude, même ce soir. Il sourit, un sourire discret, presque imperceptible. Voilà une philosophie qui me plaît. Permettez-moi de me présenter. Charles d'Aubigné. Élise plissa les yeux, intriguée. Le nom ne lui était pas inconnu. Le duc d'Aubigné, je croyais que vous étiez encore en Angleterre. Il eut un léger mouvement d'épaule. Je viens à peine de rentrer. Il paraît que l'on ne parle ce soir que d'un certain scandale. Mais je vous rassure, je ne suis pas ici pour juger. Un silence suspendu s'installa. Élise, défiant son malaise, reprit. Vous arrivez à point nommé alors. Les juges ne manquent pas à Harvilliers, mais les esprits libres sont rares. D'Aubigné s'approcha, choisissant un livre au hasard sur une étagère. Il lut le titre à voix basse. Un traité de philosophie des Lumières, puis leva un sourcil amusé. « Seriez-vous l'instigatrice de cette tempête ?» La jeune femme haussa les épaules. « Je n'ai fait que répondre à l'insolence. La société préfère les demoiselles muettes. Il faut un certain courage pour braver l'opinion de tous, » observa-t-il, son regard s'attardant sur elle. « Mais je vous crois capable de plus encore. » Un trouble nouveau s'insinua en Élise. Loin de la railler, la voix du duc avait la douceur de ceux qui comprennent sans condamner. Elle s'adossa à son fauteuil, un peu moins sur la défensive. « Peut-être, mais à quel prix? Ce soir, je paye cher mon insolence. » D'Aubigné referma le livre, s'installant sur le fauteuil en face d'elle. La distance entre eux était encore marquée par la prudence, mais leurs regards se croisaient, s'éprouvaient. « Je sais ce que c'est que d'être un étranger dans sa propre maison, » confia-t-il, baissant la voix. « En Angleterre, j'ai appris à écouter avant de parler. Ici, c'est parfois l'inverse. » Élise sentit la tension de ses épaules se relâcher. « C'est donc l'Angleterre qui vous a donné ce regard neuf ?» Il acquiesça. « Là-bas, on juge moins vite les origines. L'esprit compte davantage que le nom. » Il marqua une pause avant d'ajouter. « J'ai entendu dire que vous aimiez les livres. » Un sourire, fugitif, éclaira le visage d'Élise. « Ils sont mes seuls alliés. Les livres ne trahissent pas. » Le duc inclina la tête. « Et si je vous proposais un traité? Ce soir, nous pouvons parler en toute franchise. Je n'ai nulle envie de vous offenser, seulement de vous comprendre. » Leur conversation, d'abord timide, s'enhardit peu à peu. Ils échangèrent sur Rousseau, sur la poésie anglaise, sur les ombres et lumières du monde. D'Aubigné, curieux, posait des questions, écoutait vraiment, comme si chaque mot d'Élise avait une importance singulière. Pour la première fois de la soirée, elle sentit son esprit respirer. Mais la réalité du dehors n'attendait pas. Au fil de la nuit, les échos du scandale, portés par les langues acérées, traversèrent les murs du château et gagnèrent la campagne. On murmurait que la nièce de la baronne s'était permise de ridiculiser 3 ducs, que son impertinence n'avait d'égal que sa pauvreté. Le nom des Valmont courait déjà de salon en salon,
accompagné de chuchotements venimeux. Dans la bibliothèque, le calme s'effritait. Élise sentit cette menace peser sur elle, plus lourde à chaque minute. Daubigné perçut son trouble. « Vous craignez les conséquences de votre audace. » Elle détourna les yeux. « Je ne crains pas pour moi, mais pour ma tante. Elle tient tant à sa réputation. » Le duc lui adressa un regard pénétrant. « Ce n'est pas à vous de porter seul le poids de son monde. » La porte s'ouvrit brusquement. La baronne d'Arvilliers entra, le visage fermé, accompagnée de 2 dames empesées. Son regard glacé balaya la pièce. « Élise, je dois vous parler, immédiatement. » Élise se leva, hésitant à croiser le regard de Daubigné. Celui-ci, d'un geste discret, lui adressa un signe d'encouragement. Dans le corridor, la voix de la baronne s'abattit comme un couperet. « Tu as ruiné mes efforts, Élise. Les invitations sont déjà retirées. Les familles parlent. Il ne nous reste qu'une solution pour laver cet affront, un mariage de convenance. » Élise blêmit. « Un mariage? Avec qui ?» La baronne répondit, sèche. « Tu n'as pas le choix. Je trouverai un prétendant qui acceptera ta dot inexistante, pourvu que notre nom soit sauf. » Élise sentit le sol se dérober sous elle. Sa voix trembla, mais elle tenta de résister. « Je ne suis pas un fardeau à vendre. » La baronne serra les lèvres. « Tu feras ce que l'honneur exige. Prépare-toi. » Élise, seule dans le corridor glacé, l'écho des paroles de la baronne résonnant à ses oreilles, sentit une détermination nouvelle monter en elle. Dans la bibliothèque, la silhouette du duc d'Aubigné restait figée devant les rayonnages, les yeux sombres, troublés par ce qu'il venait d'entendre. Tandis qu'Élise regagnait sa chambre, la rumeur du scandale continuait de s'étendre, comme une traînée de poudre, hors de tout contrôle. Mais dans l'ombre, un regard veillait sur elle, prêt à braver les conventions. Une décision inattendue, un pas audacieux. La nuit n'avait pas encore livré tous ses secrets. Le matin se leva sur Arvilliers et avec la brutalité des jours qui s'annoncent décisifs. Dès l'aube, la baronne d'Arvilliers parcourait les couloirs, le visage fermé, ses ordres claquant comme des coups de fouet. Pour Élise, la tension était palpable dans l'air. Chaque servante murmurait sur son passage. Chaque porte se refermait avec un soupçon d'agacement. La honte du scandale, loin de s'apaiser, avait imprégné les murs du château comme une odeur tenace. Vers midi, la baronne fit appeler Élise dans le petit salon. Là, sous les portraits des ancêtres, attendait un homme massif, vêtu d'un costume sombre, la barbe soigneusement taillée. Monsieur Delmas, industriel veuf et père de 2 jeunes enfants. Son regard, dur et calculateur, détailla Élise sans détour. La baronne, raide dans son fauteuil, prit la parole. « Mademoiselle Valmont, Monsieur Delmas a fait preuve d'une grande générosité en acceptant cette entrevue. C'est un homme respecté, dont la fortune n'a d'égal que la droiture. » Élise soutint le regard du visiteur, un mélange de défi et d'inquiétude dans les yeux. « Je vous remercie, monsieur, mais je ne comprends pas ce que j'ai à offrir en échange d'un tel honneur. » Monsieur Delmas ricana, révélant une impatience mal contenue. « La jeunesse, mademoiselle, et une éducation, paraît-il, supérieure à celle de bien des héritières. J'ai besoin d'une épouse, pas d'un trophée. » La baronne intervint, la voix tranchante. « Élise, il ne s'agit pas de choix, mais de nécessité. L'honneur commande, et la sécurité matérielle n'est pas un luxe que tu puisses refuser. » Élise sentit le feu de la révolte monter en elle. « Je ne suis pas un bien à négocier. Je préfère 1000 fois la pauvreté à un marché conclu sur mon dos. » Monsieur Delmas, visiblement contrarié, se leva d'un bond. « Vous n'avez aucune idée de la réalité, mademoiselle. Vous regretterez ce refus. » Élise se leva également, tremblante mais résolue. « Je préfère regretter un refus que d'étouffer dans une cage dorée. » La baronne, furieuse, mit fin à l'entretien d'un geste sec. « Retirez-vous, Élise. » Elle obéit, mais la rage et la honte lui broyaient la poitrine. Une fois seule dans le couloir, elle s'adossa à la tapisserie, le souffle court, les mains crispées sur sa robe. Pendant ce temps, le duc d'Aubigné, resté à Arvilliers, sous prétexte d'un intérêt pour les chevaux du domaine,
cultivait un tout autre dessein. La singularité d'Élise, sa droiture farouche, occupait ses pensées, bien plus qu'il ne voulait se l'avouer. Intrigué par l'intelligence vive de la jeune femme, il questionna d'abord le maître d'hôtel, puis le vieux jardinier, et finit par tirer quelques confidences du docteur du village. Il apprit ainsi qu'Élise avait perdu ses parents à l'âge de 12 ans dans un incendie, qu'elle avait grandi entre la pension et les séjours forcés à Arvillers, toujours traitée comme une invitée indésirable. On disait d'elle qu'elle lisait trop, qu'elle préférait la compagnie des livres à celle des mondanités. Le duc découvrit aussi qu'elle avait refusé plusieurs avances, refusant obstinément de sacrifier sa liberté pour une sécurité illusoire. Daubigné se surprit à ressentir, pour la première fois depuis longtemps, un élan de compassion mêlé à une admiration sincère. Cette jeune femme, reléguée à la marge, défendait sa dignité avec une ardeur qui rappelait à Charles ses propres luttes d'exilé. Le lendemain, sous un ciel laiteux, Élise chercha refuge dans les jardins. Elle erra entre les massifs de roses, respirant à plein poumon l'air piquant du matin, tentant d'échapper au poids des attentes familiales. Près du bassin aux nénuphars, elle s'arrêta, perdue dans ses pensées. La voix du duc s'éleva, douce, à quelques pas derrière elle. Le jardin d'Arvillers est plus paisible que ses salons, n'est-ce pas? Élise sursauta, puis se força à sourire. C'est le seul endroit où l'on ne m'ordonne pas de me taire. Il s'approcha lentement, laissant une distance respectueuse entre eux. Je vous ai vu hier, vous sembliez tourmenté. Elle détourna les yeux. Il y a de quoi, je suppose. Un silence complice s'installa, seulement troublé par le chant lointain d'une grive. Daubigné risqua une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais pourquoi refusez-vous ce que tant d'autres accepteraient sans hésiter? Élise releva la tête, ses yeux brillaient d'une fierté fragile. Parce que je ne veux pas être vendue. Parce que la sécurité, si elle coûte l'estime de soi, devient une prison. Sa voix trembla. Je sais ce que c'est, être privé de tout. Je n'ai plus peur de la pauvreté. Je crains seulement de me perdre moi-même. Le duc la regarda longuement, touché par cette confession. Vous avez raison. Il y a des chaînes plus lourdes que celles de l'argent. Élise se permit un sourire, timide. Je n'ai pas le choix, en réalité. Si je cède, que me restera-t-il? Il s'assit sur le rebord du bassin, contemplant l'eau tranquille. Votre courage vous isole, mais il vous rend précieuse. Elle fut surprise par la douceur de ses mots. La solitude n'a rien de précieux, croyez-moi. Parfois, j'aimerais seulement être accepté. Daubigné hésita, puis murmura « Je vous comprends mieux que vous ne l'imaginez ». Leurs regards se croisèrent, chargés d'une compréhension nouvelle. Pendant un instant, la lourdeur du monde sembla s'alléger. Un bruissement dans les buissons les fit sursauter. Élise se leva brusquement, le cœur battant. « Je dois rentrer. Si ma tante me voit ici, elle croira à une nouvelle offense. » Le duc se releva aussi, la saluant d'un sourire grave. « Je vous remercie de votre confiance, mademoiselle. » Élise s'éloigna d'un pas rapide, mais laissa derrière elle une promesse silencieuse, celle d'une complicité naissante, fragile mais tenace comme une pousse dans la rocaille. Daubigné resta seul au bord de l'eau, méditant sur la force inattendue de cette jeune femme. Désormais, il savait que rien, ni la volonté de la baronne, ni les rumeurs, ne pourraient effacer le souvenir de ce regard franc et de ces mots sans artifice. Mais dans l'ombre du château, d'autres décisions se tramaient déjà, menaçant de bouleverser l'équilibre précaire d'Arvillers. L'été s'était installé sur la campagne française, enveloppant le domaine d'Arvillers d'une chaleur languissante qui n'apaisait en rien l'agitation des esprits. Dans les salons dorés, sous les plafonds peints et les portraits d'ancêtres sévères, la haute société bruissait d'un flot continu de rumeurs. Les propos malveillants, tels des serpents venimeux, se glissaient d'une oreille à l'autre, et le nom d'Élise Valmont était désormais sur toutes les lèvres. On murmurait à propos de son impertinence, de son refus d'obéir au code, de son audace presque scandaleuse. Les vieilles dames, indignées par tant de modernité, feignaient l'effroi, tandis que les jeunes filles, en secret, enviaient son courage.
Élise traversait ses jours comme on traverse un champ de ronces, fière, le menton haut, mais le cœur meurtri par le rejet. Les invitations à danser se faisaient rares. Les regards se détournaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Même les domestiques, influencés par les bruits de couloir, lui témoignaient une déférence teintée de pitié. Elle avait beau s'efforcer d'ignorer ses humiliations, chaque murmure, chaque sourire en coin, lui rappelait sa solitude. La baronne d'Arvilliers, quant à elle, oscillait entre la fureur froide et l'inquiétude croissante. Elle passait de longues heures à écrire des lettres, cherchant à restaurer, par la force de sa plume, le lustre terni de leur nom. Mais rien n'y faisait. La tâche sur la réputation familiale s'étendait, et les alliances si patiemment entretenues menaçaient de s'effriter. Un soir, alors que la saison mondaine battait son plein, la baronne accepta à contre-cœur une invitation à dîner chez le marquis de Montalivet, espérant redorer leur blason par une présence irréprochable. Élise fut sommée de s'y rendre, robe claire et sourire figé, sous le regard impérieux de sa tante. Dès leur arrivée, elle sentit les regards se poser sur elle, insistants, évaluateurs. Au fond du salon, les trois ducs, Montfaucon, Laroche et Brissac, formaient un trio compact, murmurant à voix basse, leurs regards glacés braqués sur la jeune femme. Le repas se déroula dans une tension feutrée. Les conversations, d'abord anodines, se tintèrent rapidement d'allusions. La marquise de Villers, une commère notoire, lança à la cantonade. Certaines jeunes filles croient pouvoir se jouer des règles du monde. On se demande ce qu'il advient de leur avenir. Un silence gêné suivit, chacun comprenant à qui la pique était adressée. Élise sentit ses joues s'enflammer, mais garda le silence, refusant de donner prise à l'humiliation. À l'autre bout de la table, le duc d'Aubigné observait la scène. Son visage impassible, masquant une colère froide. Depuis son retour d'Angleterre, il avait appris à lire entre les lignes, à deviner les batailles cachées derrière les sourires. Les attaques contre Élise, d'abord anodines, lui semblaient désormais insupportables. Au moment du dessert, la tension monta d'un cran. Le duc de la Roche, dissimulant son fiel sous une politesse exagérée, s'adressa à la tablée. L'esprit français, dit-on, se reconnaît à son audace, mais il faut que celle-ci reste à sa place. N'est-ce que pas, mademoiselle Valmont? Un rire étouffé parcourut l'assemblée. La baronne blêmit, cherchant du regard un soutien qui ne venait pas. Élise, piquée au vif, répondit d'une voix posée. L'audace n'est dangereuse que pour ceux qui craignent la vérité, monsieur le duc. Montfaucon intervint, ironique. Encore faudrait-il que la vérité soit du côté de la bienséance. Le marquis de Montalivet crut bon d'ajouter. Nous sommes ici pour préserver l'harmonie, non pour encourager l'insolence. Un silence pesant s'abattit sur la table, les regards oscillants, entre pitié et approbation silencieuse. Élise sentit son courage vaciller, une boule d'angoisse montant dans sa gorge. C'est alors que le duc d'Aubigné posa calmement sa serviette et fixa ses pairs d'un regard résolu. Permettez-moi de corriger un malentendu. L'audace de mademoiselle Valmont n'est pas une offense, mais une qualité rare. Il est aisé de juger, plus difficile d'écouter. Je trouve regrettable que notre société craigne tant la vérité, qu'elle préfère bâillonner ceux qui la portent. Les conversations cessèrent net. La baronne, abasourdie, se tourna vers lui. « Monsieur le duc, je vous prie de ne pas. » Il la coupa, respectueux mais ferme. Je ne fais que rendre justice. Mademoiselle Valmont mérite notre estime, non notre condescendance. Un trouble parcourut l'assemblée. Certains invités, choqués par une prise de position si directe, échangèrent des regards indignés. D'autres, secrètement ravis de voir les puissants remis à leur place, réprimèrent un sourire. Montfaucon, pâle de colère, murmura « Voilà qui est bien téméraire, même pour un d'Aubigné. » Aubigné répondit sans détour. « La témérité, monsieur, est parfois la seule arme contre l'injustice. » La conversation reprit, maladroite, chacun tâchant d'effacer la tension par des propos anodins. Mais rien ne serait plus comme avant. Après le dîner, Élise quitta la salle, le cœur battant la chamade. Elle gagna la terrasse où l'air frais de la nuit lui parut soudain essentiel. Les étoiles,
indifférente aux querelles humaines, scintillait au-dessus des jardins. Daubigné ne tarda pas à la rejoindre, marchant à pas feutrés. Il s'arrêta à ses côtés, silencieux d'abord, puis, d'une voix douce, « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû intervenir sans votre assentiment. » Élise tourna vers lui un regard ému, où se mêlaient gratitude et trouble. « Au contraire, vous avez dit ce que je n'osais plus dire moi-même. Merci. » Il baissa la tête, un sourire triste aux lèvres. « Ils ne vous connaissent pas. Ils ne voient que ce qu'ils veulent bien voir. » Elle laissa tomber le masque, sa voix vibrante. « Parfois, je ne sais plus qui je suis, sous le poids de leur jugement. » Le duc s'approcha d'un pas, hésitant. « Moi, je crois savoir. Vous êtes plus forte que tous ces gens réunis. » Un silence complice s'installa. Élise sentit naître en elle une chaleur inconnue, un espoir timide. Elle observa Daubigné sous un nouveau jour. Il n'était plus seulement l'homme réservé qui l'écoutait dans la bibliothèque, mais celui qui, devant tous, avait osé la défendre. Ils restèrent là côte à côte, longtemps, contemplant le jardin plongé dans la nuit. Mais à l'intérieur, la baronne fulminait, mesurant l'ampleur du désastre. Elle savait que ce soutien public du duc d'Aubigné allait redoubler les commérages, précipiter peut-être la chute de la famille Valmont dans le discrédit. Les jours suivants, la rumeur enfla. On prétendait qu'Élise avait ensorcelé le duc, qu'elle manigançait pour compenser la perte de sa dot par une alliance inespérée. Les amis de la baronne, outrés, se retirèrent peu à peu. Les invitations à des dîners se tarirent. À chaque promenade, Élise entendait son nom chuchoté, suivi de rires étouffés ou de regards appuyés. Même les plus bienveillants hésitaient à lui adresser la parole, de peur d'attirer l'opprobre sur leur propre famille. La jeune femme, bouleversée, oscillait entre la honte et la fierté. Elle se sentait exposée, vulnérable. Mais le souvenir du geste du duc lui donnait une force nouvelle. À plusieurs reprises, leurs regards se croisèrent lors des réunions mondaines. Il y avait dans les yeux de Charles une promesse muette, une invitation à résister ensemble. Dans l'ombre pourtant, les ducs offensés poursuivaient leur œuvre. Ils s'employaient à persuader les notables de la province que toute proximité avec Élise était désormais compromettante. Les portes se fermaient une à une. La baronne, acculée, envisagea les pires solutions, allant jusqu'à évoquer l'envoi d'Élise dans un couvent, loin des regards. Un soir, alors que la saison touchait à son apogée, Élise surprit une conversation entre la baronne et le curé du village. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle doit disparaître des cercles, pour le bien de tous. Élise se retira sans bruit, le cœur serré. Mais cette nuit-là, dans le silence de sa chambre, elle comprit qu'elle n'était plus seule. Le soutien du duc d'Aubigné, inattendu et courageux, avait changé le cours des choses. Pour la première fois, elle osa imaginer un avenir où elle n'aurait pas à s'excuser d'exister. Dans l'obscurité, une certitude s'imposa à elle. La lutte ne faisait que commencer, et dans la lumière fragile de l'aube à venir, peut-être trouverait-elle, enfin, la place qui lui revenait. Mais les ombres s'amassaient, et un dernier coup du sort, encore invisible, se préparait à bouleverser le fragile équilibre d'Arvilliers. La neige couvrait les allées du domaine d'Arvilliers d'un silence feutré, étouffant les pas comme les secrets. Pourtant, à l'intérieur du château, le tumulte d'un bal d'hiver enflammait les couloirs et les salons. Chandeliers étincelants, parures scintillantes, éclats de voix et de rires. La baronne avait tout mis en œuvre pour restaurer le lustre familial, espérant que cette réception grandiose ferait oublier les derniers scandales. Élise, contrainte d'y paraître, avait revêtu une simple robe bleue, qui soulignait à la fois sa distinction et sa différence. Elle s'efforçait de sourire, d'esquiver les regards, de se fondre dans la foule. Mais ce soir, plus que jamais, elle était l'objet de toutes les curiosités. Les conversations s'arrêtaient sur son passage, puis reprenaient, étouffées, comme si sa seule présence suffisait à alimenter les rumeurs. Elle sentait sur elle le poids des jugements, la froideur des femmes, l'insolence des hommes et l'indifférence cruelle de sa tante,
qui veillait, implacable, sur la réputation du clan. Au centre du salon, les trois ducs, Montfaucon, La Roche et Brissac, semblaient régner sur la soirée. Leurs regards, pleins de morgue, suivaient Élise avec une insistance malsaine. À mesure que l'heure avançait, l'atmosphère se tendit. On sentait venir, dans l'air chargé d'électricité, la promesse d'un affront. Tout commença lors d'une contredanse. Élise, invitée à rejoindre le cercle des danseurs, s'avança sans méfiance, entraînée par le mouvement de la fête. Montfaucon, d'un ton faussement galant, lui tendit la main. « Mademoiselle Valmont, nous seriez-vous l'honneur d'ouvrir la danse ?» Autour d'eux, des chuchotements éclatèrent. Élise hésita, puis accepta, par fierté, refusant de fuir. Mais à peine la musique lancée, La Roche s'approcha, feignant un pas maladroit, bousculant Élise qui faillit trébucher. Brissac, à son tour, laissa échapper un rire moqueur. Il est vrai que l'on ne s'improvise pas demoiselle du monde du jour au lendemain. La salle frémit. Certains invités, gênés, détournèrent les yeux. D'autres, avides de scandale, observaient avec un sourire cruel. La baronne, blême, serrait son éventail à s'en briser les doigts. Élise sentit la brûlure de la honte lui monter aux joues, mais elle tint tête, redressant le menton. « L'élégance, messieurs, ne s'apprend pas en héritant d'un titre, » répliqua-t-elle, la voix tremblante mais assurée. Montfaucon, piqué, répliqua plus fort. « La noblesse du cœur, dites-vous, il est vrai que certains n'ont pour toute fortune que leur orgueil. » Un silence tendu s'abattit. Élise, blessée mais digne, s'apprêtait à quitter la piste quand soudain, la voix du duc d'Aubigné s'éleva, claire et ferme. « Messieurs, il me semble que l'honneur commande de protéger, non d'humilier. Mademoiselle Valmont mérite mieux que vos railleries. » La salle entière se tourna vers lui. D'un pas résolu, il rejoignit Élise, la salua respectueusement et lui tendit la main. « Mademoiselle, puis-je vous accorder cette danse ?» L'assistance retint son souffle. Élise, bouleversée, lut dans les yeux de Charles une sincérité désarmante, une chaleur qui tranchait avec la froideur des autres. Elle accepta, presque sans réfléchir. Dans les bras du duc, la musique reprit. Leurs pas s'accordèrent, fluides, comme si, soudain, la foule n'existait plus. Les regards, les murmures, tout semblait s'effacer. « Merci », souffla-t-elle, la gorge serrée. Il répondit à voix basse. « Vous n'êtes pas seul. Laissez-les parler. » La danse achevée, il lui offrit son bras pour traverser la salle. Les regards, d'abord réprobateurs, se teintaient d'étonnement, parfois même d'admiration. Mais la baronne, fulminante, se précipita sur Élise à la première occasion. Elle entraîna sa nièce dans un petit salon à l'écart, referma la porte avec violence et doucement. Son visage, déformé par la colère, n'était plus que crispation. « As-tu donc perdu tout sens de la mesure? T'afficher ainsi avec le duc d'Aubigné, sais-tu ce que tu risques? Ce que tu fais peser sur notre nom, sur mes filles ?» Élise tenta de se défendre, la voix tremblante d'émotion. « Je n'ai rien cherché. Il m'a seulement défendu. » La baronne coupa court. « Cesse de jouer l'innocente. À compter de ce soir, tu éviteras tout contact avec le duc d'Aubigné. Je l'exige. Toute relation, tout échange, toute complicité. C'est terminé. Compris. » Un long silence suivit. Élise sentit ses espoirs retomber, son cœur se refermer. Mais la gratitude et l'émotion restaient là, obstinées, comme une braise sous la cendre. D'un regard, elle défia sa tante. « Vous ne pourrez pas toujours tout contrôler. » La baronne détourna les yeux, murmurant. « Ce n'est pas une question de volonté, Élise. C'est une question de survie. » Élise quitta le salon, le cœur partagé entre la révolte et une étrange douceur. Dans la grande galerie, elle aperçut le duc d'Aubigné, seul près d'une fenêtre, le regard perdu dans la nuit hivernale. Un instant, elle hésita à le rejoindre, puis s'en détourna, consciente que rien ne serait plus simple désormais. Pourtant, dans le secret de son âme, elle savait que la baronne ne pourrait plus éteindre la flamme qui venait de naître. Et tandis que la neige continuait de tomber, silencieuse et obstinée, Élise pressentit qu'une épreuve nouvelle se préparait, une épreuve qui mettrait à l'épreuve, cette fois,
bien plus que sa réputation. Un matin blême, alors que la brume persistait sur les pelouses gelées du parc d'Arviliez, Élise avançait d'un pas rapide, le châle serré autour des épaules. Chaque nuit, elle se croyait décidée. Elle éviterait le duc d'Aubigné. Elle se conformerait aux volontés de la baronne. Elle deviendrait invisible. Mais dès le lever du jour, une force contraire la poussait hors des murs, vers l'air vif et la liberté, là où elle pouvait penser sans entendre les reproches et les exigences. Ce matin-là, elle trouva refuge sous la grande tonnelle, là où les branches dénudées dessinaient sur la neige des ombres compliquées. Elle ouvrit un livre, feignant la lecture. Mais bientôt, des pas feutrés résonnèrent sur le gravier. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour deviner qui approchait. « Voilà un endroit peu hospitalier pour rêver, mademoiselle Valmont, » dit la voix grave du duc d'Aubigné, teintée d'une douceur narquoise. Élise sursauta, le cœur soudain affolé. « Monsieur le duc, je croyais ce jardin désert. » Il sourit, s'adossant à la colonne voisine. « Il l'est, d'ordinaire. Mais j'avoue que, ces derniers temps, je prends goût à l'imprévu. » Elle détourna le regard, tentant de masquer son trouble. « Je dois rentrer. Ma tante. »« Votre tante n'est pas ici, » coupa-t-il doucement. « Accordez-moi quelques instants. » Un silence tendu s'installa. Élise hésitait, partagée entre l'envie de fuir et celle de rester. Finalement, elle céda, refermant son livre. « Je vous écoute, monsieur. » Le duc s'assit sur le banc, à bonne distance. Il semblait vouloir lui offrir un espace de sécurité, mais la proximité de son regard brûlait d'une attention nouvelle. « Je voulais simplement savoir si vous alliez bien. » Elle haussa les épaules, esquissant un sourire triste. « Je survis, comme toujours, mais ce n'est pas une vie que de devoir se cacher sans cesse. »« Vous n'êtes pas seule, Élise, » murmura-t-il, son timbre vibrant d'une émotion à peine contenue. « Je comprends mieux que vous ne le croyez. » Leurs regards se croisèrent, puis glissèrent, gênés, sur la blancheur du jardin. Le duc se racla la gorge. « Permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi la littérature vous console-t-elle tant ?» Élise hésita, puis se lança, les yeux brillants. « Parce que les livres ne mentent pas, parce qu'ils sont des refuges, et parce qu'ils me rappellent que la vie peut être plus vaste que ses murs. » Il acquiesça, pensif. « Je partage ce sentiment. Les livres m'ont sauvé, plus d'une fois. » Ils parlèrent longuement, échangeant sur Rousseau, Byron, les poètes anglais et français, sur la soif de liberté, sur la solitude choisie ou imposée. D'Aubigné semblait oublier le monde autour d'eux, s'ouvrant peu à peu, révélant un esprit assoiffé de sens et de beauté. Au fil des jours, Élise tenta de tenir sa promesse. Elle fuyait les couloirs où l'on risquait de croiser le duc, évitait la bibliothèque aux heures où il s'y attardait. Mais à chaque fois, le hasard ou la volonté obstinée de Charles les rapprochait. Un matin, elle le trouva dans l'orangerie, absorbé par un traité de philosophie. Un autre soir, c'est dans la roseraie qu'ils se surprirent, chacun croyant l'autre ailleurs. À chaque rencontre, ils s'arrêtaient, échangeaient quelques mots, puis, comme pris d'un vertige, se laissaient emporter dans une conversation qui effaçait le temps. Un après-midi, alors qu'une pluie fine martelait les vitres de la serre, le duc confia enfin ce que, jusqu'alors, il avait eu. Sa voix, plus rauque qu'à l'ordinaire, trembla légèrement. « Je crois que je ne vous ai jamais parlé de ma sœur, Élise. » La jeune femme sentit son cœur se serrer. « Non, jamais. » Il détourna le regard, le visage assombri par une tristesse ancienne. « Elle était mon aînée de 4 ans, l'esprit le plus brillant que j'aie connu. Elle est morte, il y a longtemps, d'une fièvre soudaine. J'avais à peine 18 ans. » Un silence, lourd de chagrin, s'abattit. Élise posa doucement sa main sur le bras du duc, un geste instinctif, plein de compassion. Il ne la repoussa pas. « Depuis, reprit-il, je n'ai jamais retrouvé ce sentiment d'appartenance. Elle était ma seule alliée. Après sa disparition, j'ai fui l'Angleterre, puis la France.
Je me suis réfugié dans les livres, dans l'errance. Je crois que j'ai toujours eu peur de m'attacher à nouveau. Élise murmura. La perte nous change à jamais. Mais parfois, une rencontre suffit à ranimer ce que l'on croyait perdu. Le duc releva la tête, croisant son regard. Dans ses yeux, Élise lut une gratitude muette, une blessure mise à nu. À partir de ce jour, leur complicité s'approfondit. Les échanges devinrent plus francs, plus intimes, tissés d'une confiance nouvelle. Ils se confiaient, leurs doutes, leurs espoirs, partageaient des souvenirs d'enfance, riaient de leurs maladresses, s'encourageaient à voir plus loin que les murs d'Arvilliers. Pourtant, jamais le mot « amour » ne fut prononcé. Une pudeur farouche les tenait à distance, comme s'ils redoutaient de briser la magie fragile de ce qu'ils construisaient. Mais chaque regard, chaque sourire, chaque silence partagé trahissait un sentiment grandissant, impossible à dissimuler. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans l'allée des Tilleuls, la lumière dorée du couchant baignait leurs silhouettes d'une douceur irréelle. Charles s'arrêta, hésitant. Élise, elle s'immobilisa, le cœur battant. « Oui ?» Il sembla chercher ses mots, puis se ravisa, un sourire triste sur les lèvres. « Rien. Je voulais simplement vous remercier pour votre confiance. » Elle baissa les yeux, émue. « C'est vous qui m'avez appris à ne plus craindre le jugement. » Ils se restèrent ceux-là immobiles, conscients du fil invisible qui les unissait, plus fort chaque jour. Mais alors que la nuit tombait, Élise sentit la vieille angoisse revenir. La baronne, la société, le poids des interdits. Elle se rappela la promesse faite à sa tante, le serment silencieux d'éviter Charles, de ne pas céder à la tentation. Cette nuit-là, dans sa chambre glacée, elle relut les lettres de sa mère, retrouvées au fond d'un tiroir. « N'aie jamais honte de ce que tu ressens. Le bonheur appartient aux âmes courageuses. » Ces mots résonnaient en elle, éveillant un désir de liberté qui se heurtait, encore et toujours, à la peur de tout perdre. De son côté, le duc d'Aubigné, seul dans la bibliothèque, repensait aux confidences partagées, au sourire d'Élise, à la douceur de sa main sur son bras. Il savait désormais que ce lien, né du hasard et du chagrin, était devenu sa seule certitude. Ainsi, entre ombre et lumière, leur amour, muet mais brûlant, grandissait chaque jour, défiant le silence et les interdits. Mais l'hiver n'avait pas encore dit son dernier mot, et sous la neige, les dangers couvaient, prêts à mettre à l'épreuve la force de ce sentiment naissant. Quelque chose, bientôt, viendrait bouleverser l'équilibre fragile d'Arvilliers. Le vent de février mordait la campagne, charriant avec lui un froid plus vif encore que les rumeurs qui circulaient désormais dans toute la région. Dans les couloirs du château d'Arvilliers, les voix se faisaient plus basses, les regards plus lourds. Depuis quelques semaines, le nom du duc d'Aubigné était prononcé avec une prudence nouvelle, mêlée de scandale et d'incompréhension. On murmurait que le fils prodigue, héritier d'une des plus anciennes familles de France, s'était épris d'une simple orpheline, sans fortune ni rang, Élise Valmont. La nouvelle, portée par des lettres vénéneuses et des messagers zélés, avait bientôt atteint la famille d'Aubigné. À Paris, la duchesse mère entra dans une fureur glacée, rédigeant une missive pleine de reproches et de menaces à l'attention de son fils. Son frère aîné, soucieux de préserver l'honneur et les alliances familiales, lui fit savoir que toute union avec Élise signerait la fin de leur héritage. Les oncles, les tantes, les cousins, tous se liguaient, invoquant le poids du nom, la nécessité du devoir. À Arvilliers, la baronne, apprenant l'émoi des d'Aubigné, redoubla de sévérité. Les invitations adressées à Élise se firent plus rares encore. Certaines dames cessaient de la saluer, d'autres détournaient la tête sur son passage, comme si la disgrâce pouvait être contagieuse. Élise sentit l'étau se resserrer de jour en jour. Partout, des regards s'attardaient sur elle, mêlant pitié et reproche. Les domestiques chuchotaient à voix basse. Les amis d'autrefois l'évitaient. Parfois, elle surprenait des phrases cruelles, des menaces à peine voilées. Si le duc persiste, il perdra tout.
Ou « Une fille sans dot n'a pas sa place dans notre monde ». Même les alliés du duc lui adressaient des avertissements, les uns sincères, les autres perfides. « N'êtes-vous pas lasse de causer tant de troubles, mademoiselle Valmont ?» La baronne d'Arvilliers, elle-même, la convoqua dans son boudoir, le visage fermé. « Tu vois ce que tu provoques, Élise ? Le nom d'Arvilliers est sur toutes les lèvres. Si tu as le moindre respect pour cette famille, pour tes cousines, tu comprendras ce qu'il te reste à faire. » Élise, pâle mais résolue, répondit d'une voix douce. « Je ne souhaite le malheur de personne, ma tante. » Mais la nuit, dans le silence de sa chambre, les paroles s'entrechoquaient, ravivant ses peurs. Elle pensait à Charles, à ses yeux pleins d'espoir, à leurs promenades discrètes, aux confidences murmurées entre deux haies, à la douceur de leur silence partagé. Pourtant, plus le sentiment grandissait entre eux, plus elle pressentait le gouffre qui les séparait. Elle n'était rien, lui tout, et le monde ne pardonnait pas de telles transgressions. Les pressions s'intensifièrent. Un matin, Élise reçut une lettre anonyme tracée d'une main nerveuse. « Éloignez-vous du duc, ou vous le perdrez à jamais. » Un autre jour, une conversation surprise dans le vestibule lui glaça le sang. S'il l'épouse, la famille d'Aubigné retirera ses fonds de l'hôpital. Même les prêtres du village, jadis bienveillants, se mirent à prêcher la prudence et la décence, laissant d'entendre que certains amours étaient contraires à l'ordre naturel des choses. De son côté, le duc d'Aubigné affrontait sa propre tempête. Les lettres de sa mère s'empilaient sur son secrétaire. Reproches, menaces, prières. Son frère l'enjoignait de revenir à Paris, d'abandonner cette passion indigne de leur sang. Mais Charles résistait, hanté par le souvenir d'Élise, par la clarté de son esprit, par la pureté de ses sentiments. Il multipliait les rencontres discrètes, tentant de rassurer Élise, de lui jurer que rien n'entamerait sa détermination. Un soir, alors que la neige commençait à tomber, ils se retrouvèrent dans la serre du domaine, à l'abri des regards. La lune filtrait à peine à travers les vitres givrées. Charles prit la main d'Élise entre les siennes. « Je ne partirai pas, Élise. Peu m'importe ce que dit ma famille, ce que pense le monde. » Elle le fixa, bouleversée. « Vous ne pouvez pas tout sacrifier pour moi. Votre nom, vos terres, votre avenir. » Il secoua la tête, la voix brisée. « Je n'ai rien à perdre si je vous perds, vous. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise, mais elle se raidit, luttant contre l'émotion. Ce serait égoïste. Vous méritez mieux qu'une vie d'exil et de scandale. Charles tenta de protester, mais elle se dégagea doucement, baissant la tête. Je vous en supplie, Charles, il faut que tout cela cesse. Le lendemain, la nouvelle d'un bal chez la comtesse de Lignières acheva de convaincre Élise qu'elle devait agir. Toute la société serait présente. Elle s'y rendit, le visage fermé, le pas déterminé. Durant la soirée, alors que les regards convergeaient vers elle, elle prit la parole devant quelques témoins choisis. « Je souhaite clarifier une chose. Je n'ai aucune intention de revoir le duc d'Aubigné. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je le prie, devant vous tous, de ne plus jamais chercher à me revoir. » Un silence de stupeur s'abattit. Certains s'échangèrent des regards satisfaits. D'autres, plus lucides, virent dans le regard d'Élise la douleur du sacrifice. Charles, averti par un ami, arriva trop tard. Il trouva Élise seule, dans l'ombre du vestibule. « Est-ce vrai ?» murmura-t-il, la voix étranglée. Elle soutint son regard, les traits figés par la volonté. « Oui, Charles, je vous en prie, partez. Oubliez-moi. » Il voulut protester, la supplier, mais devant la fermeté de ses yeux, il comprit que tout était dit. Il se pencha, effleura sa main d'un baiser, puis tourna les talons, brisé. Quelques jours plus tard, le duc d'Aubigné quittait Arvilliers pour Paris, invoquant des affaires urgentes. À la gare, il jeta un dernier regard sur la campagne endormie, le cœur dévasté. Élise, seule dans sa chambre, contemplait la lettre qu'elle n'osa jamais lui écrire. Elle avait accompli ce que le monde exigeait d'elle, mais à quel prix? Désormais, elle n'était plus qu'une ombre parmi les ombres, privée de la seule lumière qui lui avait été donnée.
Pourtant, au fond d'elle, une part d'espoir refusait de mourir. Car dans le silence du renoncement, quelque chose persistait, indomptable. La conviction secrète qu'un jour, peut-être, la vie oserait leur offrir une seconde chance. Mais à Paris, une nouvelle menace se tramait déjà, prête à bouleverser tout ce que le sacrifice d'Élise avait cherché à préserver. L'hiver s'attardait sur Arvillers, tissant sur la campagne des brumes épaisses et un silence de plomb. Élise errait dans les couloirs du château, silhouette pâle drapée dans une mélancolie qu'aucun rayon de soleil ne semblait pouvoir dissiper. Les journées se ressemblaient, lentes, grises, rythmées par le tic-tac morne des horloges et les rumeurs étouffées qui parvenaient encore jusqu'à elle. La société, qui avait tant aimé la juger, avait définitivement tourné la page. Élise n'était plus invitée nulle part. Les promenades au village devenaient épreuves, chaque commerçant lui rendant la monnaie avec une politesse froide, chaque voisine saluant d'un hochement de tête gêné. La baronne, d'abord inflexible, avait cru que le temps apaiserait le scandale. Mais les semaines passaient et rien ne changeait. La disgrâce de sa nièce rejaillissait sur toute la maison, et ses propres filles, autrefois courtisées, voyaient les prétendants se raréfier. Dans les salons, le nom d'Arvilliers n'évoquait plus que l'entêtement et la ruine sociale. Lassée des efforts vains, la baronne se referma sur elle-même, multipliant les reproches à voix basse, puis, un soir, se laissa tomber sur un fauteuil, épuisée. Elle contempla Élise, assise près de la fenêtre, les yeux perdus dans la nuit d'hiver. « Tout cela n'aurait pas dû arriver », murmura-t-elle, la voix voilée. « Je voulais te protéger, Élise. Je croyais bien faire. Mais j'ai tout gâché, n'est-ce pas ?» Élise détourna le regard, incapable de répondre. Quelque chose dans la fatigue de la baronne lui inspira une compassion douloureuse. Mais le gouffre entre elles semblait infranchissable. Ni l'une ni l'autre ne trouvaient les mots pour réparer ce qui avait été brisé. Les jours suivants, Élise glissa peu à peu dans une solitude profonde. La lecture ne lui apportait plus de réconfort. Les pages défilaient, mais les mots restaient vides. Elle errait dans le parc, indifférente à la neige, laissant le froid pénétrer jusqu'à l'os. Parfois, elle se surprenait à parler tout bas, comme pour tromper le silence. Le souvenir du duc d'Aubigné la hantait. Un sourire, une phrase, la chaleur d'une main effleurée. Elle tentait de chasser ces images, mais elles revenaient, plus vives encore, chaque nuit. À Paris, la vie du duc d'Aubigné avait repris son cours en apparence seulement. Les obligations, les dîners, les réunions d'affaires, tout lui semblait vain, insignifiant. Les lettres de sa mère, plus tranchantes que jamais, s'accumulaient sur son bureau. Il les parcourait d'un regard las, incapable d'y répondre autrement que par un silence obstiné. Un soir, il se rendit chez son frère aîné, espérant une oreille attentive. Mais la discussion tourna vite aux reproches. « Tu ne comprends donc pas, Charles. Cette histoire avec mademoiselle Valmont doit cesser. Nous risquons la rupture avec la maison de Castelnau, la perte d'un héritage. » « Je n'ai que faire d'un héritage fondé sur le mépris, » répliqua le duc, la voix sourde. Son frère secoua la tête, las. « Tu parles comme un enfant. Il faut tourner la page. » Charles quitta la demeure, plus seul encore. Mais il n'était pas homme à renoncer sans lutter. Il tenta d'intercéder auprès de sa mère, implora son indulgence, rappela la mémoire de sa sœur disparue, la générosité dont elle avait toujours fait preuve. La duchesse mère, droite dans ses principes, ne céda rien. « Ce serait une faute, Charles. Tu salirais notre nom. Cette fille n'a rien pour elle, ni rang, ni fortune, ni avenir. » Seul, dans l'immense hôtel particulier, le duc d'Aubigné sentit la colère et la tristesse l'étouffer. Il erra de pièce en pièce, s'arrêtant devant les portraits familiaux. La nuit venue, il écrivit à Élise une longue lettre qu'il n'osa jamais envoyer. Des mots de regret, de désir, d'espoir fou. Il relut sa propre missive, puis la glissa dans un tiroir, incapable de braver l'interdit. C'est dans ces ténèbres qu'une main inattendue se tendit. Un matin, alors qu'il sortait d'une entrevue stérile avec son notaire, il croisa la duchesse douairière, sa tante.
Femme d'esprit, vive malgré l'âge, elle l'accueillit d'un regard perçant. Tu as mauvaise mine, Charles. Je devine les tourments qui t'assaillent. Il tenta de sourire. Je n'ai pas réussi à convaincre la famille. La vieille dame s'assit, lui désigna une chaise. Ce n'est pas la première fois que les Daubigné se trompent de combat. Mais tu n'es pas seul, tu le sais. Charles releva la tête, surpris. Vous ne me blâmez pas. Elle eut un sourire doux amer. J'ai connu l'amour contrarié, moi aussi. Je sais ce que l'on sacrifie pour l'honneur. Ne t'attends pas à ce que j'affronte la duchesse mère, mais tu peux compter sur ma discrétion et sur mon appui si tu as le courage d'aller au bout. Il sentit la gratitude l'envahir, une chaleur nouvelle lui redonner un peu d'espoir. Merci, tante. Elle posa sa main sur la sienne. Écoute ton cœur, Charles. La vie est trop courte pour n'obéir qu'aux morts. À Harvilliers, Élise ignorait tout de ce soutien lointain. Elle subissait le vide, la honte, la routine d'une existence sans lumière. La baronne, de plus en plus absente, la laissait gérer la maison, comme si la fatigue avait enfin brisé ses certitudes. Un soir, alors que la neige recommençait à tomber, elle trouva sa nièce assise devant la cheminée, le regard perdu. La baronne hésita, puis s'assit à côté d'elle. « Je t'ai jugée trop sévèrement, Élise. Je croyais bien faire, mais j'ai eu tort. » Élise resta muette, la gorge nouée. Après un long silence, la baronne reprit. « Si je pouvais changer le passé, mais il est trop tard, n'est-ce pas ?» La jeune femme ferma les yeux, laissant couler une larme silencieuse. « Je n'en veux à personne, ma tante. Je voudrais juste que tout cela s'arrête. » La baronne posa une main hésitante sur l'épaule d'Élise. « Je ne peux rien réparer, mais sache que tu n'es pas seule. » Dans la grande maison silencieuse, ce geste maladroit fut le premier signe d'un possible pardon. Mais rien n'effaçait la blessure profonde, ni le sentiment d'être étrangère dans le seul lieu où elle aurait dû se sentir chez elle. À Paris, la saison mondaine battait son plein, mais le duc d'Aubigné ne participait plus au bal, ni au dîner. Il passait de longues heures à marcher dans les rues, cherchant en vain un apaisement. Parfois, il croyait apercevoir Élise au détour d'une place, un visage, une voix, un rire rappelant le sien. Mais la solitude n'était jamais rompue, et chaque nuit, il relisait la lettre inachevée, le cœur étreint d'un regret qui ne voulait pas mourir. La duchesse douairière, fidèle à sa parole, multiplia les mots d'encouragement, les conseils sibyllins. Parfois, il faut oser tout perdre pour tout gagner, Charles. Souviens-toi de cela. Lui, pourtant, hésitait encore. Que valait une vie sans amour? Mais pouvait-il risquer de détruire Élise en défiant sa famille et la société? Le choix paraissait impossible. À Harvilliers, Élise, lasse de tout, se demanda si la vie lui offrirait jamais une seconde chance. Mais au loin, dans l'ombre de Paris, un souffle de révolte commençait à naître, celui d'un homme prêt à tout pour retrouver celle qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Et tandis que le printemps s'annonçait à peine, une promesse silencieuse grandissait, prête à braver les interdits et les regrets. Le printemps avait lavé la campagne d'Harvilliers d'un souffle nouveau, mais Élise, malgré le renouveau de la nature, restait prisonnière d'une mélancolie qui paraissait sans fin. Ce matin-là, elle errait dans les jardins du château, distraite, la main effleurant les premières roses. Le vent jouait dans ses cheveux, mais son regard semblait fixé sur un horizon que nul ne pouvait voir. Elle fut tirée de ses pensées par des voix précipitées venant de la cour. Une calèche venait de s'arrêter devant le perron. Quelques instants plus tard, le bruit de pas décidés retentit sur le gravier. Élise se figea, le cœur soudain affolé. Lorsqu'elle se retourna, elle aperçut, avançant vers elle, la silhouette du duc d'Aubigné. Il avait perdu la pâleur inquiète des mois passés. Son visage était résolu, animé d'une flamme nouvelle. Sans détour, il s'arrêta à quelques pas d'elle, le souffle court, comme s'il venait de parcourir des lieues pour la rejoindre. « Élise, souffla-t-il, la voix vibrante, je suis revenu parce que je ne pouvais pas vivre loin de vous. J'ai tenté d'oublier, de me plier à ce que le monde exigeait. Mais c'est impossible, je ne veux plus fuir. » Elle recula d'un pas,
saisi entre l'espoir et la peur. Charles, vous ne comprenez pas. Rien n'a changé ici. Votre famille, la société, tout est contre nous. Il secoua la tête avec une détermination farouche. Tout cela m'est égal, désormais. J'ai compris que la liberté ne vaut rien sans le bonheur, et que le devoir n'a de sens que s'il ne piétine pas le cœur. Je ne veux plus d'une vie dictée par la peur du scandale. Élise baissa les yeux, les mains tremblantes. Vous ne pouvez pas défier tout un monde pour moi. Je ne supporterai pas d'être la cause de votre disgrâce, Posson. Le duc s'approcha doucement, une sincérité brûlante dans la voix. Élise, c'est vous qui m'avez rendu à moi-même. Sans vous, la fortune, le nom, le respect de la société n'ont plus aucune valeur. J'ai longtemps cru que le bonheur était une récompense méritée. J'ai compris qu'il faut parfois le conquérir, au prix de tout le reste. Ils restèrent un moment silencieux, le parfum des fleurs flottant autour d'eux. Puis, Élise releva la tête, les yeux brillants d'émotion. J'ai lutté contre mes propres sentiments, Charles. J'ai voulu croire que je pouvais me contenter de l'ombre, mais je n'y parviens plus. Je vous aime. Le duc s'approcha, prit ses mains dans les siennes, le visage grave. Alors laissez-moi vous épouser, ici devant le monde entier. Je veux que chacun sache que c'est mon choix, que rien ni personne ne me fera reculer. Élise, bouleversée, chercha ses mots. Êtes-vous prête à tout perdre? Je suis prête à tout gagner, répondit-il, le regard incandescent. Au même instant, la baronne, alertée par la rumeur qui circulait déjà dans le château, surgit sur la terrasse, suivie de quelques domestiques et de plusieurs invités. Son visage trahissait l'inquiétude, mais aussi une émotion confuse, mêlée d'orgueil blessé et d'une ancienne tendresse. Le duc d'Aubigné se tourna vers elle, la voix claire. « Madame la baronne, permettez-moi de parler devant vous tous. J'annonce solennellement mon intention d'épouser mademoiselle Élise Valmont, malgré l'absence de fortune, malgré l'opinion de ma famille et de la société. Je n'accepterai aucune négociation, aucune menace. Mon bonheur est ici et je n'en rougirai jamais. » Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Les visages se tournèrent, incrédules, tantôt scandalisés, tantôt secrètement émus par cet éclat de courage. Les plus conservateurs blêmirent, déjà prêts à rédiger des lettres d'indignation. D'autres, plus jeunes, échangèrent des regards admiratifs. On sentait, dans le geste du duc, une modernité redoutable, un refus des chaînes anciennes. La baronne, un instant décontenancée, chercha Élise du regard. Elle vit la jeune femme, droite, le visage ému, et comprit soudain la force du lien qui les unissait. Elle s'approcha, sa voix plus tendre qu'elle ne l'aurait voulu. « Charles, réfléchissez, votre famille. » Le duc répondit sans détour. « C'est moi qui décide de ma vie, madame. Je suis prêt à en assumer les conséquences. » La baronne baissa la tête, vaincue. Elle contempla Élise, puis, d'une voix brisée. « Je n'ai jamais voulu ton malheur, Élise. Si c'est là ton choix, alors je n'y mettrai plus d'obstacle. » Un frémissement parcourut les invités. Certains se détournèrent, outrés. D'autres, visiblement émus, vinrent saluer Élise, la félicitant d'un mot ou d'un sourire discret. Ils se disaient, déjà, que la saison mondaine ne parlerait plus que de cette alliance inattendue, que les familles prendraient parti, que l'avenir d'Arvilliers se jouerait désormais sur un pari fou. Mais Élise, indifférente à la rumeur, serra la main du duc, le cœur gonflé d'une joie nouvelle. Dans les jardins baignés de lumière, elle sentit que pour la première fois, la liberté et le bonheur n'étaient nés plus des rêves lointains. Pourtant, au loin, Paris grondait encore de menaces et d'orgueil blessé. L'heure n'était pas encore venue de baisser la garde. L'histoire, elle, n'avait pas dit son dernier mot. La nouvelle du mariage d'Élise Valmont et du duc d'Aubigné s'était répandue dans la région comme une traînée de poudre, déclenchant une vague de commentaires, d'indignation et, parfois, d'admiration muette. Au château d'Arvilliers, les couloirs bourdonnaient d'une activité fébrile. Couturières, fleuristes, maîtres d'hôtel se croisaient dans un ballet effréné.
La baronne, quoique résignée, surveillait tout d'un œil inquiet, oscillant entre fierté blessée et un étonnant soulagement. Élise, au centre de ce tourbillon, se découvrait chaque jour un peu plus forte. Les premiers jours, elle avait redouté les regards désapprobateurs, les messes basses, les sourires ironiques. À chaque essayage de robe, à chaque visite de la duchesse douairière venue discuter des usages, elle sentait peser sur elle le poids de ce monde auquel elle appartenait désormais, mais qui ne l'acceptait pas encore tout à fait. Les trois ducs humiliés, eux, n'avaient pas dit leur dernier mot. Montfaucon, Laroche et Brissac s'étaient jurés de faire échouer ce mariage qui, à leurs yeux, bafouait tous les principes. Profitant d'un dîner mondain à l'approche de la cérémonie, ils s'approchèrent d'Élise sous prétexte de lui présenter leurs vœux. La conversation, faussement courtoise, vira rapidement à l'aigre. « Nous espérons, duchesse en devenir, que vous saurez faire honneur à votre nouveau rang, » lança Montfaucon, le sourire figé. Laroche renchérit, feignant la confidence. « Il n'est pas aisé de s'imposer sans fortune ni nom. Les loups du monde n'ont pas tous la galanterie du duc d'Aubigné. » Brissac, d'un ton mielleux, conclut « Prenez garde à ne pas perdre ce que vous venez à peine de gagner. » Élise sentit la morsure de l'humiliation, mais se redressa, le regard ferme. « Je n'ai jamais rien demandé que le respect. Si cela vous offense, il vous faudra l'accepter. » Leur manœuvre échoua, et la nouvelle de leur tentative de sabotage circula discrètement. Cette fois, le duc d'Aubigné refusa de laisser passer l'affront. Au prochain dîner, il aborda Montfaucon à voix haute. « Je vous conseille de choisir vos mots à l'avenir, monsieur. Ma fiancée n'a de leçons à recevoir de personne, et je n'oublierai aucune offense. » La duchesse douairière, témoin de la scène, adressa à Élise un sourire approbateur. Depuis l'annonce officielle, la vieille dame s'était rapprochée d'elle, lui prodiguant conseils et encouragements. Un matin, alors qu'Élise hésitait encore à entrer dans le salon d'honneur, la duchesse douairière la retint doucement. « Ne les craignez pas, ma chère. Vous avez plus de dignité que tous ces messieurs réunis. Le monde n'aime pas qu'on le dérange, mais il finit toujours par s'incliner devant le courage. » Élise sourit, touchée par cette complicité inattendue. Peu à peu, elle vit l'hostilité céder la place à une curiosité respectueuse. Les domestiques eux-mêmes, témoins de sa gentillesse et de sa simplicité, la regardaient désormais avec une estime nouvelle. Les préparatifs avançaient, entre tension et moments de grâce. Chaque difficulté rencontrée, un fournisseur défaillant, une robe à reprendre, une malveillance déjouée, renforçait l'union entre Élise et Charles. Le soir, ils se retrouvaient dans le grand salon, à l'écart des regards, pour partager un instant de quiétude. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, Élise, assise près du feu, contempla son futur époux. Il la rejoignit, s'agenouillant à ses pieds. « Tu as changé ma vie, Élise. Je croyais savoir ce qu'était le devoir, mais tu m'as appris le bonheur. » Elle lui caressa la joue, les yeux brillants. « C'est toi qui m'as appris à ne plus craindre d'aimer. Tant d'années à survivre. J'aimerais enfin vivre. » Il prit ses mains dans les siennes, le regard grave. « C'est ce que je te promets. Quoi qu'il advienne, nous serons unis. » Le jour du mariage arriva, auréolé d'une lumière douce. Les invités, nombreux malgré les absences notables de certains membres de la haute société, se pressaient dans la chapelle du domaine. Élise avançait, la tête haute, le cœur battant, soutenue par la baronne, qui, au dernier moment, s'était résolue à sourire, émue par la détermination de sa nièce. La cérémonie fut simple, mais chaque mot, chaque serment, résonna d'une force nouvelle. Lorsque le duc d'Aubigné passa l'anneau au doigt d'Élise, un silence impressionné tomba sur l'assemblée. Ils étaient enfin unis, non par calcul, mais par la confiance et l'amour. Le soir venu, tandis que la fête battait son plein, Élise se retira un instant sur la terrasse, respirant l'air frais du printemps. Charles la rejoignit, s'enroula dans son châle, la tenant contre lui. « As-tu peur de ce qui vient ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit, une sérénité nouvelle dans le regard. « Non,
Je n'ai plus peur. Je sais que je suis à ma place. Il l'embrassa sur le front, murmurant « Tu es ma force, Élise ». Elle ferma les yeux, savourant la chaleur de son épaule, la certitude d'être enfin comprise, acceptée, aimée. Dans la clarté tranquille de cette nuit, Élise, désormais duchesse d'Aubigné, contempla l'avenir sans crainte. À ses côtés, l'homme qui avait su voir en elle bien plus qu'une orpheline sans dot, lui ouvrait un monde où l'amour n'était plus un combat, mais une victoire partagée.